Alors, bienvenue pour ce premier épisode de Startup Story, organisé par Lean Startup Experience et High5. Je me présente, je m'appelle Bastien Compan, je suis marketeur digital et cofondateur de High5. High5, c'est une communauté qui aide les entrepreneurs débutants à transformer leur idée en business. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode de Startup Story qui va être présenté par Franck Debanne, nous avons la chance de recevoir François Rousseau. Alors, merci François pour ta participation aujourd'hui. Je t'en prie. Je vais maintenant laisser la parole à. Merci. Et donc, je vais laisser la parole à Franck qui va l'interviewer pendant une bonne demi-heure. Et puis derrière, s'en suivra une session de questions-réponses. Alors, n'hésitez pas pendant tout le long à poser vos questions dans le chat. Et, euh, et je me ferai un plaisir de les transmettre. Super. Merci Bastien. Merci Bastien. Écoute, bienvenue François. Plaisir de t'avoir une nouvelle fois pour raconter cette fameuse histoire de Gemio. Comment tu veux qu'on commence? Peut-être par le début, tout simplement. Oui, alors Gemio, en fait, c'est une histoire un petit peu singulière. En fait, c'est l'histoire d'un couple, ce qui n'est pas toujours le cas quand on crée sa start-up. C'est même carrément pas forcément toujours une très bonne idée. On sait que quand on est dans un couple, on peut vivre des relations qui ne sont pas forcément, je dirais, les plus idoines pour créer un business. Mais là, effectivement, c'est parti en fait d'une expérience qui s'est révélée pas très heureuse d'un couple qui se fiançait et donc qui a commencé assez logiquement à aller chercher des bagues, qui est allé notamment place Vendôme, parce que quand même c'est là où ça se passe. Et là, ils se sont rendus compte que, évidemment, les bagues, déjà, c'était très cher, qu'en plus, ils étaient quand même assez mal reçus, regardés d'un petit peu haut par les différentes personnes chez les joailliers prestigieux français. Et puis, au-delà de ça, je dirais le principal désagrément, c'est que quand ils voyaient une jolie bague avec une émeraude et qu'eux voulaient un rubis, on leur expliquait que ce n'était pas possible et que cette année, c'était l'année du verre et qu'il fallait donc qu'ils prennent une bague avec une émeraude. Et donc, en fait, ils en ont retiré vraiment une expérience assez négative, ce qui est un petit peu, c'est comme une période particulière, les fiançailles. Le fiancé a quand même envie de faire plaisir à sa fiancée, la fiancée a envie de se faire plaisir et de faire plaisir aux deux. C'est des désagréments qui sont vraiment des irritants, pas faciles à accepter. Du coup, partant de ces pain points, comme on dit aujourd'hui, ils se sont dit, il y a peut-être un truc à faire. Donc, au départ, à l'origine de l'idée, c'est vraiment une émotion et un parcours client, entre guillemets, en tant que client, qui a été assez négatif. Après, quand on regarde la personnalité des deux créateurs, ils ont quand même regardé à deux fois avant de se dire, est-ce que on peut créer un business sur ce marché? Et là, ils se sont posés des questions très simples. La première question, d'abord, est-ce que c'est un gros marché? Oui, c'est un gros marché. C'est 30 milliards d'euros en Europe, c'est 6 milliards d'euros en France. Ensuite, est-ce qu'il y a de la place pour un nouvel entrant qui proposerait une expérience un petit peu différente? Et là, en creusant, ils ont vu tout de suite deux choses qui ont d'ailleurs été les principaux arguments pour convaincre les investisseurs ou les cofondateurs qui les ont accompagnés au début, comme moi. Le premier argument, c'est de dire qu'en fait, quand on paye une bague, si tu la payes, on va dire 1 000 euros pour simplifier, il y a de bonnes chances pour que le prix de revient de cette bague soit 6 fois inférieur. Tout simplement parce que la bague qui est chez le joaillier ou le bijoutier de quartier, ça fait en moyenne pratiquement plus de 600 jours qu'elle est là. Pourquoi? Parce que ça ne se vend pas aussi rapidement que des petits pains et des croissants, que d'abord, relativement peu de gens rentrent dans les bijouteries, le temps que les gens choisissent cette bague. Donc 600 jours, c'est très cher, et c'est surtout très cher pour les stocks, parce que c'est des métaux précieux, c'est des pierres précieuses. Donc il y a des coûts liés à ce stock qui sont très élevés en termes d'assurance, etc., etc. Donc il y a déjà un multiple énorme entre le prix de vente de la bague et le coût de revient. Mais alors, toi, tu es arrivé dans cette histoire, c'était pas tes fiançailles, c'était pas toi. Non, c'était pas mes fiançailles. Non, moi, je vais te raconter un peu comment je suis arrivé dans cette histoire. C'est que je pense qu'à partir du moment où ils ont fait ce constat, en train de dire, on pourrait peut-être, et c'était un pari, justement changer complètement à la fois l'expérience des acheteurs de bagues, et en passant complètement au digital, et puis en ayant des prix quand même plus attractifs, plus accessibles.
Je pense que l'intelligence de Sharif et Pauline, ça a été justement de jouer complètement carte sur table, d'aller voir différentes personnes qu'ils connaissaient et de dire, mais vraiment, voilà notre idée, qu'est-ce que tu en penses? Ils ont d'abord cherché, et ça c'est très important, à regarder quels étaient les problèmes avant de trouver des solutions. De sorte, en fait, quand ils ont partagé leur idée, ils étaient beaucoup plus dans une demande de qu'est-ce que tu en penses, quelle pourrait être la solution, qu'est-ce que tu en penses toi, plutôt que de dire, voilà, on a déjà pensé à tout, notre feuille de route c'est ça, et on y va. Donc ça a été leur première démarche, et ils n'ont pas craint, je dirais, de dévoiler, entre guillemets, leur idée ou leur intuition à d'autres personnes en qui ils avaient confiance. D'accord. Et donc, toi, ils t'ont présenté ça en disant qu'est-ce que tu en penses? Alors, un petit peu plus quand même, parce que c'est deux personnes plutôt, je dirais, bien câblées. Donc, en y pensant, ils avaient déjà un petit peu le début d'une solution. Et c'était en fait, grosso modo, au stade où on a commencé à échanger, leur idée, c'était de se dire, on pourrait proposer des bijoux de grande qualité, c'est-à-dire garantie or 750 millième, etc., avec des pierres tracées sur Internet, mais avec une grande différence par rapport à la bijouterie, c'est que justement, la fameuse bague où tu ne pouvais choisir que l'émeraude, et bien là, d'un clic, tu pouvais faire apparaître soit un rubis, soit un diamant, soit une autre pierre, etc. De sorte que le client, entre guillemets, a le choix non seulement de la qualité de l'or, il peut prendre de l'or rose, de l'or noir, de l'or blanc, mais il peut aussi choisir des pierres de différentes couleurs. Donc déjà, le premier, je dirais, irritant qui est de dire il n'y a que dans ce modèle-là, il n'y a que cette pierre et que cette qualité d'or disparaissait. Donc ça, c'était voilà, le moment où on a commencé à se parler. Alors, et passer de l'idée au projet, après, c'était… Ben là, ça a été effectivement plus compliqué. Ça a été en même temps assez stimulant à la fois intellectuellement, mais justement, ce qui était intéressant, c'est qu'on a décidé, enfin, eux ont décidé, on a décidé ensemble, voilà, d'être le plus pragmatique possible, de ne pas passer par des grands plans stratégiques, même si, voilà, derrière, ce qui est amusant de savoir, c'est que Sharif était consultant dans un cabinet de conseil en stratégie assez prestigieux et que Pauline, avec son background normal sup et HEC, c'était typiquement des personnes assez intello qui auraient pu, justement, intellectualiser leur projet. Ça n'a pas été le cas. La première décision, qui a été à mon sens une bonne décision, mais qui n'était pas facile, c'était de dire il faut qu'on puisse présenter à d'autres investisseurs potentiels notre réussite, le fait qu'on a eu des vrais clients, et pas des clients qu'on connaît, pas une copine ou pas une tante éloignée, mais des clients qui ne nous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, et qui ont fait de la démarche, parce que c'est un pari. Est-ce que les gens peuvent acheter un bijou précieux qui a un certain prix en ligne, sans le toucher, sans le voir? Quel était un petit peu le chemin de conviction? Donc la première décision, ça a été de se dire, il nous faut des clients. La deuxième décision, c'était de se dire, on ne va pas traîner, c'est-à-dire qu'on se donne 4 mois, il faut qu'en 4 mois, on ait des clients, et on ne va pas mettre non plus trop d'argent. Hein. Au total, à 4, on a mis à peu près 20 000 euros dans l'affaire, donc on avait une contrainte forte en termes de ressources financières et de temps. Donc on s'est mis un peu la pression tout seul. Donc une fois, et on s'est mis une ambition quand même relativement élevée, parce qu'avoir un client, ça ne tombe pas forcément du ciel. Donc une fois qu'on s'est mis dans cette configuration, il a fallu commencer. Et là, ça a été étape par étape. Et c'est vrai que pour moi, qui avais bossé avant dans des grands groupes ou même dans des startups type Prime Minister et autres, j'avoue que j'ai pris en fait un peu une leçon de réalisme parce qu'on est vraiment allé à l'essentiel. La première chose qu'il fallait, c'était décider quels étaient les produits de la collection qu'on allait proposer. Ça, la décision s'est prise en 48 heures. Alors, heureusement, on avait une femme parmi nous, mais on est tous allés dans des bijouteries. On a simplement posé la question du candide. Quels sont les modèles qui se vendent le plus? Quels sont les plus à la mode? On a fait une short list et très vite, on est arrivé à une dizaine de modèles, guère plus, mais dont on savait qu'ils devaient faire à peu près la moitié des ventes. Donc ça, la première décision a été relativement facile à faire. La deuxième décision, c'était il nous faut un site Internet quand même pour mettre ces produits en avant. Et là,
on a vu que des solutions type Drupal, Magento, des solutions de e-commerce étaient beaucoup trop chères. Donc, on a simplement fait la façade d'un site qui n'était pas très fonctionnel, pas très beau, il n'y avait même pas de moyen de paiement, mais c'était suffisant. Donc derrière, on avait nos pages qui présentaient un petit peu la société et les produits, mais on n'avait pas du tout le back-office, on n'avait même pas commencé à le faire. L'autre point, c'était de se dire, il nous faut un configurateur. Et c'est là où l'histoire est un peu étonnante et croustillante, c'est-à-dire qu'un configurateur, donc c'était en fait un logiciel de visualisation qui permet de représenter les bagues, de faire des gros plans dessus pour bien les voir, et en un clic, de passer du diamant à l'émeraude, au rubis, etc., etc. Et là, on a commencé à regarder plusieurs logiciels du marché, mais à chaque fois, c'était 10 000 euros ou 15 000 euros. Or, on n'avait pas cet argent. Donc, ce qu'on a fait, c'était tout à fait illégal, mais on a craqué des logiciels disponibles sur le marché. Donc, on les a complètement piratés. Et en fait, on a bien fait parce que le premier, il ne fonctionnait pas. En tout cas, il n'était pas adapté à notre usage. Le deuxième non plus. Le troisième, ce n'était pas terrible. Et là, on commençait à se dire, peut-être qu'on est dans une impasse. Et heureusement, le quatrième, lui, a bien fonctionné. Vous avez fait des versions de démonstration, en fait, des logiciels. Oui, donc de démonstrations qui fonctionnaient effectivement déjà assez bien, donc qui étaient ensuite scalables, qu'on pouvait ensuite déployer sur une gamme beaucoup plus large. Mais en tout cas, ça a commencé, je dirais par presque une sorte de péché originel, mais il faut de temps en temps savoir désobéir. À un moment donné, il faut savoir parfois prendre des raccourcis. Et après, Sharif et Pauline sont tout, sauf des citoyens malhonnêtes. Ils ont effectivement payé la licence une fois que la boîte a été lancée et les choses se sont bien passées. Mais une fois qu'on a le configurateur, qu'on a les produits et qu'on a une façade de site, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on met le site en ligne. Ça, c'était en quelques semaines. Mais évidemment, personne n'est venu sur le site parce qu'on n'était pas connu. On n'avait pas les moyens de faire de la pub. Et là, on se dit, il est peut-être temps de faire quelque chose. Mais c'est vraiment arrivé comme ça, c'est-à-dire de façon séquentielle. Et là, on s'est dit, peut-être que, comme on n'a pas les moyens de faire une publicité dans une double page dans Elle ou même un quart de page dans un magazine, on est allé soudoyer des influenceuses. À l'époque, elles commençaient à prendre de plus en plus, ils et elles commençaient à prendre de plus en plus d'importance. Ça nous a coûté le prix d'un café au café de la rue de la Paix, donc c'est un des cafés les plus chers de Paris, mais le retour sur investissement a été excellent. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne les a pas du tout suppliés de dire venez nous aider. On leur a raconté, je dirais, notre histoire, on leur a raconté ce qu'on espérait apporter comme bénéfice pour les gens, et elles se sont complètement appropriées l'histoire. Elles ont dit, mais c'est génial, ça libère effectivement le choix, etc. Et c'est elles-mêmes qui ont fait le storytelling un peu de l'entreprise et du coup, de la proposition de valeur. Du coup, Banco, elles nous ont dit, écoutez, il y en a une qui avait 100 000 followers, l'autre 200 000, et elles nous ont demandé évidemment de pouvoir en parler, l'exclusivité entre guillemets, le fait de pouvoir en parler, les premières à leurs followers. Donc là, on avait une sélection de produits, de quelle bague on voulait présenter. On avait un site que la façade, certes, on avait le configurateur et on commençait à avoir un petit peu de trafic sur le site. Alors évidemment, la première fois, les gens n'ont pas craqué tout de suite. On voyait des gens qui revenaient quand même, parce qu'on avait quand même un outil un peu de tracking. On disait peut-être que la deuxième fois, la troisième fois sera la bonne. Et puis, un jour, miracle, il y a une dame, ça devait faire la 4e ou 5e visite qu'elle faisait sur le site. Et là, elle a passé une commande. Et là, on s'est rendu compte qu'on n'avait même pas d'outils de paiement. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait même pas payer en carte bleue. Comment on a fait pour passer une commande? Le téléphone. En fait, parfois, il faut savoir utiliser des outils assez archaïques, mais le téléphone, ça sert aussi un petit peu à ça. Et donc, elle nous a appelés en disant, écoutez, je pense que le téléphone était aussi un excellent moyen pour elle de se rassurer. Elle a vu qu'en face, elle avait des gens plutôt articulés, qui avaient l'air plutôt honnêtes, qui n'étaient pas à l'autre bout de la planète, etc. Donc, on a discuté effectivement avec elle. Et de fait, à notre grand étonnement, elle nous a envoyé un chèque, je crois que c'était un chèque quand même de plus de 500 € pour acheter sa première bague. Donc, on s'est dépêché d'encaisser le chèque, quand même, pour vérifier que ce n'était pas un chèque en bois. Bon, ce n'était pas un chèque en bois, donc youpi, yahoo, c'est super. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, maintenant,
on lui a fait une promesse à cette dame, il serait temps quand même de la tenir, cette promesse, donc produisons le bijou qu'elle demande. Et là, on était relativement sûr de nous, on avait tout faux, c'est-à-dire qu'on pensait qu'en allant voir des joailliers, en leur racontant notre belle histoire, qui on était, comme on était beau, comme on avait raison, tout ça, ils allaient se mettre à genoux et nous dire tout de suite « Ah, mais c'est trop bien votre histoire, je vais produire la bague pour vous ». Ça a été exactement l'inverse. Ils nous ont dit « Mais qui vous êtes-vous pour me demander de faire une bague ?» Moi, quand je fais des bagues, j'en fais des séries de plusieurs centaines, voire plusieurs de milliers, et c'est pour des gens hyper prestigieux qui s'appellent Cartier, Van Cleef ou autres. Donc, ce n'est pas vous que je connais absolument pas, qui me demandez en plus une bague, vous allez désorganiser mon planning de production, c'est niette. Bon, il y en avait un qui nous avait dit pourquoi pas, mais le prix était astronomique. On s'est dit, à la limite, on peut accepter de perdre de l'argent sur la première bague. Et puis, il y a eu parmi eux quelqu'un qui d'ailleurs produit pour vraiment des marques extrêmement prestigieuses, qui fait des choses de très belle qualité, qui lui aussi, un peu comme les deux influenceuses, a été séduit par l'histoire. Peut-être qu'aussi il a été séduit par les beaux yeux de Pauline, je ne sais pas. En tout cas, il est rentré vraiment dans le... Il nous a dit, écoutez, votre truc est assez improbable, mais j'y crois, vous m'êtes plutôt sympathique, donc je vais vous produire la bague. Nous, génial, super, champagne, prosecco, on n'avait pas de moyen de prendre du champagne, donc c'est du prosecco. On fait la fête, et après, ah oui, mais la question suivante, c'est, on n'a même pas osé lui demander combien c'était, mais dans combien de temps? Et bien dans combien de temps? C'était pas dans la semaine, c'était pas dans les 15 jours, c'était au moins 6 semaines, enfin 8 semaines, qu'il pouvait ramener à 6 semaines. Donc on essaye de lui dire, mais quand même, c'est vachement dur, cette dame nous a fait confiance, etc. Donc on essaye de l'apitoyer, ça ne servait strictement à rien. Et donc plutôt que d'essayer de lui faire pression, on n'avait vraiment aucun levier pour faire pression, lui était de bonne volonté, c'est le maximum, on s'est retourné vers l'acheteuse, et de ce délai, qui est quand même un peu long et pénible, on a essayé d'en faire plutôt une opportunité. Donc on lui a dit, écoutez, c'est super, on a trouvé la pierre, on est en train de la tailler, on va faire fondre l'or, et donc toutes les semaines, on la tenait au courant de l'état d'avancement de la fabrication du bijou. Et en fait, elle a adoré. Ça fait partie des choses qui sont restées ensuite quand l'entreprise a été lancée. On a vraiment, je dirais, l'ossature de notre CRM et de notre SAV, ça a été dans cette relation régulière avec nos acheteurs et nos prospects pour les tenir au courant. Donc, cette dame a acheté cette bague. On avait une autre question qui était quand même, qui nous taraudait, à laquelle on n'avait pas répondu, c'était que faire de la livraison? Parce qu'effectivement, est-ce qu'on envoie des produits super sécurisés avec plein d'assurance, ou est-ce qu'on envoie des produits anonymes par la poste, enfin des colis anonymes par la poste, et on voit comment ça se passe. Donc là, ça a été assez simple à faire, c'est-à-dire qu'on s'est envoyé mutuellement quelques dizaines de colis par la poste. On a regardé si effectivement combien de ces colis arrivaient dans un état parfait sans être ouverts, et on a pu vérifier qu'en fait aucun colis n'avait été ouvert. Donc on s'est dit, on peut tout à fait faire un colis anonymisé sans le nom de la marque, sans marquer précieux bijoux à l'intérieur. Et ça, on a pu le vérifier comme ça. Vous envoyez des anneaux, des boulons Oui, enfin, vous voyez des bagues en plastique pour rigoler, ou voilà, des trucs, mais c'était effectivement qui ressemblaient à des bagues, mais ce n'était pas des vraies bagues, on n'avait pas d'ailleurs les moyens de le faire, mais c'était juste pour vérifier que... Donc on envoyait aussi des choses en métaux pour vérifier qu'on ne savait pas s'il y avait des personnes qui éventuellement avaient des détecteurs de métaux, etc. Donc on a vérifié qu'on pouvait les envoyer comme ça. Alors on a quand même triché pour la première fois. C'est Sharif lui-même qui est allé livrer en personne pour remercier cette dame le colis avec le beau bijou. Ça a pu permettre de voir la réaction de la personne qui était très à l'aise, etc. Et en fait, c'est vraiment au fur et à mesure, au fil de l'eau, qu'on a découvert effectivement tous les problèmes. Cette première acheteuse, par exemple, elle connaissait bien la taille de son doigt, mais beaucoup d'acheteurs ne connaissaient pas effectivement forcément on sait la taille de son pied, on ne connaît pas forcément la taille de son doigt. Et du coup, là encore, on a fait de cette faiblesse plutôt une opportunité, c'est-à-dire qu'on a envoyé des baguiers en joli carton, joli papier, aux gens gratuitement. Et en fait, ces baguiers sont devenus quasiment des objets promotionnels que les gens aimaient avoir, et même qui pouvaient passer à leurs voisins. Et ça nous a aussi aidé à avoir de nouvelles commandes.
Ouais. Ok, super. Donc, première commande arrive, après tous ces incertitudes, la fabrication aussi. Et après, je vais revenir un petit peu en avant. Après. Alors, les modèles, tu les as choisis sur la base de la popularité que vous avez vue dans les magasins. Euh, et au fait, est-ce qu'il y a eu après, il y a d'autres contacts avec les clients ou un petit peu les clients deviennent une interaction digitale ou est-ce qu'il y a eu est-ce que plus de connaissances clients qui s'est développée dans les étapes d'après ou c'était quoi l'étape d'après en fait? Alors, alors, on a eu d'autres commandes qui sont venues, mais on était vraiment complètement, je dirais, amateur. C'était pas scalable comme modèle, puisqu'en fait, tout était pratiquement fait à la mano. Ouais. Euh, la connaissance client, en fait, on l'avait véritablement dans les contacts qu'on avait au téléphone, dans les interactions. Et en fait, le service après-vente est le premier service en termes RH. C'est le service sur lequel on a le plus investi avant même presque le marketing digital. C'est vraiment le service clé, parce que c'est ça qui nous permettait effectivement d'avoir une meilleure connaissance des clients. Dans le processus d'achat, il y a des gens qui s'achètent un bijou pour se faire plaisir eux-mêmes, tout seuls en solo, d'autres qui l'achètent en couple. Quand on l'achète en couple, il y a certaines femmes, libérées ou pas, qui le financent pour elles, d'autres, c'est effectivement leur conjoint. Ça marche dans les deux sens. On s'est rendu compte aussi que euh, parce que c'était un achat en ligne et que les gens n'ont pas à rentrer dans la bijouterie et à supporter le regard d'un bijoutier qui n'est pas toujours si bienveillant que ça, on avait par exemple pas mal de couples homosexuels pour lesquels qui avaient envie de s'offrir un beau bijou et ils n'avaient pas l'impression, parfois pas très sympa, d'un bijoutier. Mais ça, c'est des choses qu'on a découvertes justement en discutant avec nos clients. Donc la connaissance client, elle s'est vraiment fondée sur ces échanges-là et moins sur des études thématiques sur qui sont les acheteurs du bijou aujourd'hui et ce genre de choses. Donc du coup, une fois qu'on a montré qu'on était capable d'aller vite, d'avoir avec très peu de moyens un début de clientèle, là on s'est dit maintenant il faut arrêter de bricoler, passer à l'étape supérieure et commencer à attirer des investisseurs chez nous. Et en fait, ce qui a vraiment déclenché l'intérêt des investisseurs, c'est le fait que, voilà, on n'a pas triché, on a vraiment pris des acheteurs qu'on ne connaissait pas, donc ce que ça fonctionnait, qu'on a été capable d'aller vite avec peu de moyens. Et puis, évidemment, c'est la personnalité des fondateurs. Et d'ailleurs, à ce sujet, moi, j'avais une vraie réticence à travailler avec Pauline et Sharif. C'est des personnes que je respecte infiniment, que j'aime beaucoup et que je trouve très brillantes. Mais justement, comme ce sont deux surdiplômés, en fait, hein, Sharif a fait Central Paris et Harvard, Pauline a fait Normal Sup et HEC. Le gros souci, enfin la crainte que j'avais, qui s'est avérée infondée, mais je l'avais quand même au début, c'est de me dire, ce sont des gens qui vont intellectualiser beaucoup de choses, qui vont être formidables pour faire des commentaires et avoir des tas d'insights, mais est-ce qu'ils sont vraiment engagés dans l'action et dans le faire? Et en fait, j'ai beaucoup insisté sur ce point, et dans la vie réelle, ils ont été bien meilleurs que moi sur ce point. C'est des gens extrêmement pragmatiques. Ça ne les empêche pas de réfléchir, mais on est systématiquement dans une démarche de test and learn. Et, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et de ce fait-là, on avance beaucoup plus vite. Ouais, d'accord. Par exemple, le fait d'ouvrir une boutique dans Paris, au début, on s'est dit que c'était une demande qui venait un petit peu de certains clients qui disaient ça serait sympa si vous aviez un showroom, etc. Bon, on n'a pas cherché, on n'a pas mis des mois avant de se décider on y va pas. On s'est dit on y va. On a regardé dans quel quartier et on a vraiment monté les choses au fur et à mesure. Et les choses se sont montées comme ça. D'accord. Ouais. Et pour revenir à l'étape 2, alors c'est de structurer un petit peu, c'était quoi les challenges une fois que cette première bague était vendue? Le challenge, il était sur tous les fronts. Premier challenge, il faut quand même qu'on ait un outil qui soit à peu près présentable et qui fonctionne. Or, on n'avait pas vraiment de site Internet. On avait juste une façade. Donc, un des premiers challenges, c'était effectivement d'avoir un site qui soit quand même relativement efficace en termes de e-commerce, mais aussi qui préserve
toute la, je dirais, la magie qu'il doit y avoir autour du bijou. Donc moi, j'ai fait des erreurs, c'est-à-dire que j'étais un peu le gros bourrin de la bande et j'avais en fait en tête des sites comme Price Minister ou Happy View où il faut vraiment aller très très vite sur le tunnel de conversion. C'était une erreur. En fait, il faut quand même créer un univers. Il faut quand même que la magie opère. On n'achète pas un bijou comme on achète un clou ou d'autres produits. Donc le premier, quand on a investi, on a demandé 300 000 euros. C'était effectivement pour avoir une solution type de logiciel e-commerce qui tenait la route, type Magento. Ensuite, il y avait tout quand même l'aspect, il fallait un peu sécuriser davantage je dirais quand même la fabrication, la logistique, investir sur des gens au SAV. Ensuite, quand même un peu de marketing online, parce que sinon les gens ne viennent pas d'eux-mêmes sur le site, même si au début on avait effectivement, et on a toujours en fait un petit effet, je dirais, de nouveauté, notoriété, disrupteur. Donc ça crée en fait un goodwill positif, mais ça ne crée pas beaucoup d'arrivées. Donc en fait les 300 000 euros ont été assez vite, je dirais, investis, mais avec aussi une contrainte forte qui s'était donnée, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire un site qui crame énormément d'argent. Il ne s'agissait pas, je dirais, d'atteindre le payback rapidement, mais en tout cas de se rapprocher du point mort pour montrer qu'on pouvait avancer avec une stratégie financière un petit peu, je dirais, offensive, mais pas complètement agressive non plus. On creuserait des déficits énormes pour le futur. Oui, oui, oui. Montrer qu'il y avait une rentabilité qui n'était pas très loin, quoi. Voilà, ben un petit peu comme ça a été d'ailleurs le cas d'Amazon. On dit qu'Amazon a fait des pertes pendant des dizaines d'années. En fait, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire qu'Amazon s'est mis assez vite en position d'être pas très loin du break-even, mais en disant, comme j'ai la priorité à élargir mon business, à avoir des nouvelles solutions très rentables comme Amazon Web Services, si Amazon avait voulu faire des profits tout de suite, il est probable qu'ils auraient pu le faire. Simplement, ils n'auraient jamais connu la croissance et ils ne seraient pas devenus qui ils sont aujourd'hui. Oui, oui. C'est clair. Quel conseil ou leçon tu pourrais tirer de cette expérience, toi? Oula, la première, de mon point de vue, c'est vraiment la première, c'est l'équipe. C'est vraiment de s'associer avec des gens avec lesquels on a des relations suffisamment, je dirais, saines et fortes pour se permettre d'avoir des conflits sur les idées, mais jamais des conflits sur les personnes. Ça, c'est important parce que plusieurs fois, on s'est trouvé un petit peu à la croisée de chemin et c'est important que tout le monde exprime son point de vue. Quitte à ce qu'à un moment donné, on dise, écoute, non, ton point de vue, François, on l'a écouté, mais pour telle et telle raison, on n'est pas d'accord et donc on ne va pas le faire. Et là, on l'accepte beaucoup mieux, sinon ça crée des tensions. Donc, premièrement, vraiment faire une équipe où les relations interpersonnelles soient assez saines ou même où on adore un petit peu se challenger. Mais encore une fois, jamais sur les personnes, mais sur les idées. La deuxième chose, c'était peut-être le plus important, c'est le sens de l'action, c'est-à-dire que faire et pas faire faire. On n'a pas fait faire d'études de marché. Souvent, il m'est arrivé d'exposer ce cas lors de séminaires sur le thème de la transformation digitale, notamment aux gens de la BNP. Et le premier réflexe de bien des cadres de cette grande et belle banque, ce sont des gens tout à fait articulés, intelligents, mais quand on leur demande qu'est-ce que vous auriez fait avec 20 000 euros et 4 mois devant vous, souvent la réponse est j'aurais fait faire une étude de marché. Quand on crée une start-up, on ne fait pas faire une étude de marché. On va soi-même voir les clients, on discute avec eux. Si on commence à déléguer l'étude de marché, comme on peut le faire, comme on le faisait naguère dans des grandes entreprises, on est mort dès le départ. Donc voilà, cette idée d'aller très vite au contact avec les clients, ne pas hésiter aussi quand même à aller gentiment espionner ce qui se fait bien chez les concurrents, parce qu'il y a des choses quand même que les bijoutiers font plutôt très bien. Il y a des codes qu'il faut savoir un petit peu récupérer. Voilà, c'est y aller sans trop de tabou, mais quand même avec cette obsession aussi, de parler avec le client très très vite,
la société quand même a été drivée par ça. Comment satisfaire les clients, comment les transformer en ambassadeurs, et ça a été un petit peu le motto qui nous a permis d'avancer ensuite. Ouais, tes apprentissages, donc l'équipe, faire attention à l'équipe et la dynamique d'équipe et l'action, quoi. L'action, et puis oui, une liberté dans le ton, et puis savoir très vite abandonner des mauvaises idées ou des idées qui arrivent un petit peu trop tôt. On a par exemple rêvé d'Angleterre pendant pas mal de temps. Bon, je pense que ça aurait été une erreur d'aller en Angleterre parce que ça aurait, c'était très bien pour nous, ou même aux États-Unis, ça aurait été très bien pour notre ego, mais on se serait complètement dispersé. Et au-delà de ça, on a fait des choses plutôt malignes, par exemple sur la campagne publicitaire. On a fait des campagnes en achetant de l'espace publicitaire dans le métro qui était un peu invendu. On a eu notre petit chaton rose qui était quand même un peu disruptif dans l'univers de la communication publicitaire, qui appuyait bien la promesse de jeune et joaillier. Donc on a pris effectivement à rebours toutes les communications classiques, Cartier depuis 1857, machin, etc. Donc c'est toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, ont permis à l'entreprise d'aller plus vite. Ouais. Ok, super. Mais écoute, je sens que tu es parti pour un petit bout de temps. On peut peut-être prendre des questions. Si j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. Oui. Alors, peut-on parler aujourd'hui d'une communauté Gemio, Une communauté de clients? Alors, le mot est un petit peu fort, mais oui, disons qu'on a des lovers. On a des gens qui sont, c'est peut-être 10%, je ne vais pas donner le chiffre exact, hein, mais on a en tout cas identifié qu'on a une partie de nos clients qui ont plus qu'une image extrêmement positive de Gemio, c'est-à-dire qu'ils ont épousé à la fois la raison d'être de l'entreprise en disant ça fait du bien quand même que les grands joailliers traditionnels soient un petit peu challengés, donc il y a eu une approche alternative. Et ce sont des gens qui peuvent être contributeurs en nous disant voilà, moi j'aimerais bien tel ou tel, que vous développez tel ou tel modèle. Ce sont des gens souvent qui nous recommandent. Et ce sont des gens qui sont pris un petit peu même de passion pour les bijoux. On a organisé, par exemple, des événements avec des initiations à la gémiologie. Donc, voilà, d'où viennent les pierres, de comment sont-elles composées, c'est quoi la symbolique des pierres. Tout ça, c'est des sujets qui intéressent les gens. Le mot communauté, je pense qu'il est un poil exagéré. Mais là où ta question, Bastien, elle a aussi du sens, c'est que Pauline n'est pas simplement la cofondatrice de Gemio, elle est aussi l'animatrice d'un blog qui s'appelle Le Gratin, où justement, elle aussi, un peu comme tu le fais avec Franck, voilà, c'est un blog qui s'adresse essentiellement à des entrepreneurs ou des associations, etc. Et du coup, là, il y a toute une communauté autour de Pauline qui la suivent régulièrement. Et parfois, d'ailleurs, aujourd'hui, je dirais dans le positionnement de Gemio, on a quelque chose qui emprunte un peu à cet esprit entrepreneur. On dit, voilà, le bijou que vous portez, il n'est pas anodin. Quelque part, il révèle une partie de vous-même. Et donc, en achetant un bijou, c'est aussi une petite partie de vous-même que vous révélez. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ce n'est pas une communauté à 100%, enfin, telle qu'on pourrait l'imaginer, mais c'est déjà un embryon de communauté, mais en tout cas des gens prêts à s'aider, à s'éclairer les uns les autres. Des fans engagés. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et là, on va travailler cette semaine. J'ai une réunion justement avec Pauline pour voir comment on pourrait aller plus loin pour créer justement, pour renforcer la relation avec nos clients. Ouais. Dans une communauté, il y a la notion de gens qui échangent entre eux aussi. Oui. C'est peut-être l'étape d'après. Alors, je regarde les questions ou… Oui, la première question, c'était il n'y a plus de configurateur 3D actuellement sur le site. On nous demande. En fait, on a aujourd'hui sur le site, si on peut quand même choisir effectivement la pierre extérieure, on a beaucoup fait évoluer les outils. L'idée, alors, ce dont on se rend compte en fait, c'est que la personnalisation, qui est la promesse de base, elle demeure, c'est-à-dire que les gens aiment bien choisir une émeraude plutôt qu'un saphir et avoir le choix. Donc ça, effectivement, ça reste. Mais on voit un appétit de plus en plus important pour des nouvelles collections
Dans bien des cas, la vérité, c'est qu'en fait, les gens adorent l'idée d'un configurateur ou de pouvoir personnaliser. Dans la pratique, beaucoup d'achats se font sans la personnalisation, justement. Mais quand la marque est un peu plus établie, c'est-à-dire que là, on lance des nouvelles collections, je sais pas, la collection Lady, la collection ce que tu veux. Bon, ben, voilà, les gens vont prendre ce qu'ils voient là, par exemple, je sais pas si vous voyez, sans chercher forcément à changer la pierre. D'accord. Ça reste une option importante quand même. Et du coup, vous faites de la pré-production là-dessus aussi alors? Alors, on a un peu tordu le modèle, c'est-à-dire que pour certaines, voilà, notamment pour les grandes périodes qui sont la Saint-Valentin par exemple, ou Noël ou autre, on a effectivement créé des petits stocks tampons, mais dont on est sûr qu'ils seront tous vendus. Donc ça aide en fait à raccourcir le délai. Mais la majorité quand même des bijoux vendus sont des bijoux qui sont enfin, qui ne sont pas fabriqués le jour où la commande est passée. Ouais, ouais. C'est marrant parce que du coup, vous revenez sur, pas complètement, mais sur l'ancien modèle, enfin sur des anciens modes de fonctionnement, ce qui était inconcevable au début, et ça montre à quel point l'entreprise évolue avec le temps en fonction du nombre de clients qu'elle a et par les étapes par lesquelles elle doit passer pour arriver à une solution finalement qui est aussi utilisée dans dans d'autres distributeurs. Ouais. Tout à fait. Une autre question. Pendant la première phase, est-ce que vous n'étiez que 3 cofondateurs? Non, non, alors moi j'ai été mis comme cofondateur par Pauline et Sharif. En fait, ils m'ont fait un peu une fleur, c'est-à-dire qu'ils ont quand même beaucoup plus bossé que moi sur le sujet. Moi, j'étais là effectivement pour les aider. Et non, il y avait effectivement une quatrième personne, mais très vite, en fait, il y avait l'équipe, le noyau de base, et il y avait quand même pas mal de gens qui tournaient autour. Il y avait aussi une femme qui a quitté l'entreprise depuis, mais qui était effectivement, elle, gémologue, donc elle avait une vraie connaissance du métier. Ça, c'est important aussi, quand même, quand on se lance dans un métier, d'avoir quelqu'un qui vient du métier. Je pense que c'est important d'avoir des personnes qui ont un regard frais sur le secteur, mais quand il n'y a que ça, on fait des boulettes. Là, au moins, avec Fanny, on avait quelqu'un qui connaissait très, très bien le métier de l'intérieur. Et ça compte. Quel profil avaient les premiers investisseurs extérieurs? Alors, bon, il y en avait une petite partie, quelques-uns qui étaient des gens que je connaissais, et puis d'autres que je ne connaissais pas. Alors, pourquoi des gens que je connaissais? Parce qu'on a eu besoin d'argent, donc je me suis dit que c'était plus facile de convaincre des gens que je connaissais déjà, notamment des gens qui venaient un peu de la galaxie Prime Minister ou ailleurs. Mais on s'était fixé comme objectif d'en avoir au moins la moitié qui ne soient pas des connaissances directes, parce que ça nous oblige, nous, à faire un pitch peut-être plus vigoureux, plus rigoureux, et de se dire qu'on va avoir des gens. On a eu des gens comme, je ne sais pas forcément les citer tous, on a eu des gens comme David Marwani qui venait par exemple de l'univers de la mode, parce qu'effectivement, entre la mode et la bijouterie, il y a des correspondances. Donc on a eu des profils relativement divers. Ce qu'on peut regretter, enfin, ce qu'on peut noter au passage, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et c'est vrai que c'est dommage qu'aujourd'hui, il n'y ait pas un peu plus de… Parmi les business angels, les femmes sont encore assez minoritaires. J'espère que ça va changer. Mais en tout cas, à l'époque, c'était le cas. Et je pense que ça l'est encore un petit peu aujourd'hui. Une deuxième levée de fonds est-elle prévue? Alors, il y a eu une autre levée de fonds ensuite, une levée de fonds à hauteur de 3,5 millions d'euros. Donc ça a quand même permis effectivement à la fois de commencer à faire des campagnes marketing de plus grande envergure. Ça a permis aussi d'étoffer un petit peu les équipes, de solidifier certains process. Et donc, c'est le fonds Alven Capital qui est venu. Et là, d'ailleurs, on a eu un petit souci avec Alven Capital. On avait au départ des gens qui croyaient vraiment beaucoup au projet. Il y a eu pas mal de changements à l'intérieur du fonds. Et après, on s'est retrouvé avec des gens de très bonne volonté, mais qui, au fond, ne croyaient plus vraiment, enfin, qui avaient plutôt envie d'investir dans des sociétés logicielles qui étaient vraiment assez éloignées de business model. Et du coup, il a fallu trouver un accord qui s'est plutôt bien passé entre gens plutôt responsables et adultes. Et Alven Capital a quitté en fait
l'entreprise Gemio aujourd'hui. En tout cas, on a quand même bénéficié de 3,5 millions d'euros d'apport en capital, ce qui a été quand même ce qui a vraiment permis de franchir une étape. Et quelqu'un a racheté leur part. Oui, on s'est mis à plusieurs pour acheter leur part. Notamment, ça a permis aussi aux investisseurs, aux cofondateurs, essentiellement, là, pour le coup, Pauline et Sharif, de se relever un petit peu parce qu'ils étaient descendus assez bas. D'accord, ok. D'accord, merci. Et est-ce que sans remariage, un client va-t-il acheter à nouveau des bijoux? Alors, d'abord, on ne va pas le souhaiter, mais il y a plein de divorces. On connaît C'est les divorces. 50%, je crois. Oui, c'est ça, un peu plus même maintenant en Ouais. Île-de-France. Non, on ne compte pas uniquement sur le marché de la séparation des couples pour prospérer. C'est vrai qu'on n'achète pas forcément une bague tous les jours ou tous les ans. En fait, ce qu'on voit, c'est que, évidemment, une des grandes occasions, c'est les fiançailles, le mariage, mais qu'à l'occasion de la naissance d'un enfant, à l'occasion justement d'un anniversaire, il y a de plus en plus d'occasions pour lesquelles les gens sont prêts à s'offrir un bijou. Et en fait, le trade-off que l'on a, la vision que l'on a chez Gemio, c'est qu'en fait, nos premiers concurrents, c'est bien sûr les autres bijoutiers, mais c'est aussi les voyagistes. J'ai cet été l'occasion de faire un voyage en famille qui va me coûter soit 6 000 euros si je prends un budget moyen, soit 3 fois plus si je prends le budget super luxe. Est-ce que je vais peut-être pas prendre un budget un petit peu en dessous et mettre 1 000 ou 2 000 euros sur un bijou qui, lui, sera durable et va m'accompagner toute ma vie? Il y a beaucoup de gens qui raisonnent comme ça. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que cette année 2020, où on a tous vécu le confinement, c'est pas forcément fini, enfin, les voyages étaient beaucoup moins nombreux, Gemio a fait quand même 40% de croissance. Alors, je ne dis pas que c'est un transfert du budget voyage vers le budget bijoux, ce serait trop simple comme explication, mais on voit effectivement que pas mal de gens d'abord réachètent. C'était ma surprise, effectivement, j'étais un peu comme toi, je me disais, une fois qu'on a fait son achat, c'est one shot. Et en fait, on a beaucoup d'acheteurs, je peux pas vous donner les chiffres, mais enfin, qui sont des réacheteurs. Donc ça, c'est quand même plutôt très bien pour le business model. Et à nous aussi de les inviter à célébrer la vie par l'achat d'un bijou. Ça peut être la naissance d'un enfant, un anniversaire de mariage, un anniversaire tout court ou tout simplement pour le plaisir. Et puis l'autre point qui est extrêmement encourageant, c'est qu'on a beaucoup de nos clients en fait qui recommandent Gemio à leurs proches et à leurs amis. Et ça, dans des proportions qu'on n'avait pas du tout imaginées ou soupçonnées. Donc ça, c'est quand même extrêmement positif. Et quand tu regardes effectivement le budget marketing, on a un budget marketing qui est quand même extrêmement efficient. L'autre point, aussi, qui est assez drôle à souligner, c'est que le showroom rue de Seine, par exemple, à Paris, a pendant été longtemps probablement le magasin de Paris ou un des top 10 magasins de Paris qui avait la meilleure rentabilité au mètre carré. Tout simplement parce qu'on crée en fait le trafic en ligne et que les gens allaient sur le magasin, où c'était très bien reçu. D'ailleurs, on a eu beaucoup de compliments sur la qualité de l'accueil, etc. Et ils faisaient des paniers moyens à souvent 1 000 euros. Donc, c'est clair que pour un petit espace où il y a peu de mètres carrés, avoir des paniers moyens à 1 000 euros et un taux de conversion qui était proche du maximum, ça faisait une rentabilité au mètre carré absolument unique et astronomique. Et, j'ai une question, les bijoux sont un peu moins chers ou c'est le même prix à peu près? Non, les bijoux sont beaucoup moins chers quand même, c'est-à-dire que c'est la même qualité. Alors, on a par exemple les mêmes fournisseurs que Van Cleef et autres. Donc, la qualité de l'or est la même, sauf que chez nous, on a un petit peu anticipé de dire que c'est de l'or recyclé. Donc, l'or est aussi pur, enfin, entre guillemets, c'est canaillage, mais il a la même qualité que partout ailleurs. Hein, c'est du 750 millième, 18 carats, si vous préférez. Les pierres sont toutes tracées, authentifiées, mais simplement comme le bijou est produit comme majoritairement après la commande, ça nous permet, nous, d'avoir un multiple de 2,5, 3.
sur, grosso modo, au lieu d'avoir un multiple de 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 9. Et donc, pour cette raison-là, et puis on n'a pas les mêmes frais de structure, on n'a pas les mêmes frais fixes qu'un bijoutier classique. Donc, les prix sont quand même nettement plus accessibles chez Gémio qu'ailleurs. Oui. Et c'est une question que je me pose. Est-ce que la valeur du bijou n'est pas dans le prix qu'on le paye, en fait? Et le fait de le faire moins cher, est-ce que ça dévalorise pas? Enfin, apparemment pas, mais c'est quoi ta perspective là-dessus? Pas assez cher, mon fils, ça joue un peu, mais pas tant que ça, en fait. On voit que parmi les acheteurs de Gémio, on a quand même des gens assez avisés. Moi, ça me scotche. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui disent finalement, on a acheté chez Gémio, mais avant, on a fait un tour de marché. C'est-à-dire qu'ils ont fait le même parcours que Pauline et Sharif. Ils sont allés place Vendôme, ils ont vu le truc, ils se sont renseignés sur Internet, mais parfois, on a des clients qui en savent énormément sur les bijoux. C'est-à-dire qu'ils se sont renseignés sur la qualité de l'or, des pierres, etc. Ils ont vérifié que tout ça était bien chez Gémio. Et pour eux, justement, le fait de payer 3 000 euros là où ils pourraient n'en payer que 1 500 ou 1 800, ça les intéresse beaucoup parce qu'à un moment donné, ils sont amoureux, je dirais, d'un modèle de pierre. Alors, il y en a aussi, il ne faut pas se le cacher, qui ont trouvé un modèle vachement intéressant chez Cartier. Ça coûtait 7 000 euros chez Cartier. Il y a un modèle très, très proche chez Mio, qui est quand même assez différent, suffisamment différent pour justement on ne soit pas taxé d'être copié, qui disons un petit peu dans le même état d'esprit, mais qui va coûter 40% moins cher. Et à la différence d'une voiture où ce qui est important, c'est ton logo Ferrari ou Mercedes ou Renault ou Volkswagen, là, il n'y a pas de logo sur un bijou. Ce qui va compter, c'est son éclat. Donc, en fait, beaucoup de personnes ont assez de discernement et aujourd'hui peuvent se renseigner sur Internet suffisamment pour faire leur achat en toute connaissance de cause et ne raisonnent pas. On n'est pas dans l'ultra-luxe. Dans l'ultra-luxe, plus c'est cher, mieux c'est. Là, on est dans du luxe accessible. C'est quand même très différent. Alors, encore deux petites questions. Euh, il n'y a pas d'avis client affiché sur le site ou j'en ai pas vu. Pourquoi? Si tu n'en as pas vu, normalement, il y en a. En tout cas, on en a beaucoup et on les traite avec beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que pratiquement tous les avis clients font l'objet un petit peu d'un débrief et on utilise beaucoup ces avis justement pour rebondir avec les clients. On considère que quand un D'accord. client prend la peine de nous... Alors, on a eu quelques avis très, très rarement négatifs. À un moment donné, ça a été aussi des concurrents qui se sont amusés à nous, etc. On a pu aussi merder à nous-mêmes. Hein. On n'est pas totalement infaillible. Et quand on l'a fait, par exemple, quand le bijou n'est pas arrivé dans un bon état, etc., on avait une règle absolue. Alors, on vérifie que la personne est dit vrai, etc., bien sûr. Mais en fait, on fait vraiment tout ce qu'on peut, et on peut beaucoup, pour compenser la personne si jamais elle a été mal servie par nous. Et cette attention client, tu penses que c'est ça aussi qui a fait un des succès de Gemio? Oui, c'est le facteur clé de succès numéro un. Enfin, c'est vraiment, s'il n'y a pas ça, le bijou, c'est quand même un objet très intime. C'est vraiment un objet qui parle un petit peu de toi. C'est un objet le nombre, c'est touchant d'ailleurs. On voit parmi nos clients des gens, alors, ça peut être un homme ou une femme, mais qui sont plutôt sur deux, qui sont plutôt, tu vois, enfin, sur deux. Des gens éduqués, intelligents, qui ont un certain pouvoir d'achat, tu les sens complètement autonomes et responsables. Et puis quand ils offrent le bijou, ben là, c'est un moment de vérité. Alors, soit ils ont eu l'audace de ne pas demander l'avis de l'être aimé, et là, ils sont un petit peu tremblants en se disant, si ça se trouve, je vais faire un bide, ça va être horrible. Donc, en fait, c'est assez touchant, un bijou. C'est pas, encore une fois, c'est un produit. Et si on n'est pas, nous, hyper attentifs à ça, on va s'aliéner tout simplement nos clients et nos futurs clients. D'accord. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de Quel voir. conseil tu donnes? Pardon, vas-y. Non, ce Oui, qui est vas-y, je intéressant, t'en c'est prie. que même si on est sur un canal digital, on peut apporter pratiquement autant d'attention, en tout cas sous une forme différente, à nos clients
que lorsqu'on est dans un canal physique. Alors les deux, c'est encore plus fort, et c'est ce qui se passe quand même pour un de nos clients, mais ce n'est pas parce qu'on est sur un canal digital qu'on ne peut pas apporter cette attention de tous les jours à nos clients. Et comment vous allez faire justement sur un canal digital pour apporter cette attention? Parce que on le voit là notamment avec le Covid que c'est pas pareil quand on se voit en visio, quand on échange, les relations humaines quand même à distance sont assez différentes. Alors comment vous faites pour avoir toujours cette attention client, malgré le fait que certains clients ne vont jamais venir dans une boutique Alors, on a fait un peu la même chose qu'aujourd'hui, ce qu'on fait ensemble. On a testé, par exemple, la vente ou la relation en visioconférence. Ça a l'air tout con, mais en fait, on est là, on se parle. Pauline a fait plusieurs entretiens comme ça, et il y a des clients qui trouvent ça vachement bien. Et tu vois la personne, et puis en visio, tu peux montrer tel objet, tu peux le faire miroiter, tu peux discuter. En fait, les gens ont besoin qu'on s'intéresse à eux, puis ils ont parfois des questions un petit peu spécifiques ou particulières. Donc, la visio ne remplacera jamais, effectivement, je dirais, une relation physique, mais quand même, on peut s'en approcher. Et du coup, on essaye je dirais, de compenser, ou on essaye d'associer les gens à certains types de décisions. On organise aussi des événements, parfois dans des lieux de Paris un peu sympas, un peu magiques, pour rencontrer nos clients qui le veulent. Et puis, il y en a d'autres qui sont tout simplement très contents de faire ça à distance. Ils ont repéré une belle bague, un beau bijou, une belle pierre. Ils veulent s'assurer que la qualité sera parfaite, mais ils n'ont pas forcément besoin ou envie d'avoir un bijoutier qui leur fasse la leçon, etc., sur le dos. Donc, il y a aussi des personnes que cette distance intéresse. Mais c'est clair que pour nous, il faut qu'on redouble d'imagination dans un marché aussi spécifique qui met en jeu autant d'intimité que le bijou, pour justement alimenter et nourrir cette relation sur le moyen terme avec nos clients. J'en saurai plus à la fin de la semaine quand on aura réfléchi avec Pauline sur le sujet. Quel conseil numéro 1 tu donnerais à quelqu'un qui lance son projet aujourd'hui? Son projet sur quoi? Sur projet au global? Entrepreneurial? Ouais, un projet. Des erreurs peut-être que tu as faites toi au début ou... Que je continue à faire, je te rassure. Ouais. Non, mais je pense que le premier point, c'est d'aller voir des clients, c'est de partager son idée. Parce qu'on est très souvent convaincu qu'on a une idée, parce qu'on a une intuition, qu'on a repéré des pain points, des problèmes. On est tout de suite habité par le sentiment que waouh, on va apporter un truc de formidable et que les gens voudront. On n'est jamais sûr que les gens seront prêts à payer pour la solution qu'on va apporter. Et du coup, le fait d'en parler à des personnes quand même plutôt bienveillantes, intéressantes, dont vous validez je dirais le jugement, c'est quand même une des meilleures. Je pense que c'est la première chose à faire, partager son idée et puis la faire grandir avec les autres. La deuxième, ensuite, c'est d'essayer d'aller vite, non pas parce que quand on va vite, en fait, on est obligé de faire des choix, des arbitrages, et du coup, on procrastine pas trop, etc., etc. Mais là, c'est compliqué, ça dépend des projets. Il y a des projets sur lesquels vous avez vous devez faire appel à des gens sur lesquels vous n'avez aucune prise. Hein. Bon, voilà, si, par exemple, on a un projet qui concerne la mairie de la ville dans laquelle on habite, on sait que la mairie n'aura pas forcément la même réactivité que l'autre personne, donc il faut aussi en tenir compte. Mais je pense que le premier conseil, c'est vraiment de partager son idée, d'aller voir des clients et de vérifier, même quand ton idée est encore embryonnaire, quel intérêt il y a et si les gens, éventuellement, un jour, seraient prêts à payer pour cette solution. C'est vraiment le point le plus important. Le deuxième point, évidemment, c'est de s'entourer de gens avec lesquels on ait confiance, mais qui soient un petit peu différents de soi aussi. C'est intéressant de mélanger les âges, les sexes, on voit souvent des équipes de jeunes super talentueux, mais c'est un peu con parce qu'ils ont tous entre 25 et 35 ans, et peut-être qu'un ou deux vieux schnocks dans la bande, ça serait vachement utile, inversement. Des Parisiens qui sont entre eux, etc. Donc, avoir des sensibilités différentes, c'est quand même vraiment
vraiment un gros plus. J'aimais bien comment tu parlais des tensions que vous aviez, que vous n'étiez pas d'accord sur certains points, mais c'est vrai que dans une équipe fondatrice, il faut un peu d'orthogonalité et pas tout le monde exactement à penser la même chose, sinon il n'y a pas de tension et ça reste assez plat, quoi. Oui, et puis de rencontrer des gens. Alors, d'ailleurs, Gemio a failli disparaître à cause de ça. Je ne vais pas citer de nom, bien évidemment, mais on avait une personne dans l'équipe qui était très psychorigide, qui était toujours un petit peu en surplomb, une personne extrêmement capable, intelligente, talentueuse, mais avec ce que les anglo-saxons appellent un fixed mindset. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui considérait tous les challenges comme lui permettant de faire étalage de son talent, mais qui était très peu encline à se remettre en question. Et du coup, ça apportait beaucoup, je dirais, de rigidité. Et elle avait beaucoup de mal à dire qu'elle pouvait se tromper. Et en plus, elle avait une expertise, et c'était son expertise qu'elle voulait absolument déployer au sein de je dirais, de l'entreprise. Or, l'expertise de visualisation des bijoux en 3D, c'est quelque chose qui, au début, nous semblait, nous, quelque chose de très nouveau, mais en fait, c'est devenu rapidement une commodité, quelque chose de très banal. Donc, ça ne servait à rien d'embaucher un expert de la visualisation 3D, parce qu'au bout d'un certain temps, c'était plus vraiment un enjeu pour nous. Ce n'était pas l'enjeu clé. Donc, vraiment, prendre des personnes qui ont quand même un minimum d'humilité, un peu d'humour sur eux-mêmes, pour être capable de pivoter dans la joie et la bonne humeur quand ça se présente. Ouais. François, je vois qu'on est pratiquement au bout du temps. Je vois une question qui n'a pas été répondue. Gemio a-t-elle de nouvelles ambitions ou pas? Oui, l'appétit vient en mangeant. En fait, on est tout petit aujourd'hui. On fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est bien. Enfin, chapeau. Maintenant, si on regarde ça par rapport à la taille du marché, ne serait-ce que français, on est encore une petite goutte d'eau dans l'océan. Alors, on peut se rassurer en disant qu'on est le leader des joailliers en ligne, c'est super, mais bon, pour l'instant, on est encore des Lilliputiens dans ce monde très vaste de la joaillerie. Donc, l'idée, l'ambition, ça va passer par plus de marketing à la fois digital localement, mais aussi, pourquoi pas, aussi des showrooms dans certaines villes françaises, ou pourquoi pas dans des villes francophones en Belgique ou en Suisse, ce genre de choses. Mais on va y aller, je pense, relativement, on va être très ambitieux, mais on ne va pas chercher tout de suite à aller aux États-Unis, on ne va pas chercher tout de suite à faire une marque complètement internationale. Il faut d'abord qu'on se renforce en France localement. D'accord. Et pourquoi justement pas aller vers l'international? C'est trop tôt? Parce qu'il faudrait, bon là après c'est une question de valorisation, c'est-à-dire que si on voulait vraiment réussir notre développement, par exemple aux États-Unis, là il faudrait pas, c'est quasiment à Paris à plusieurs dizaines de millions d'euros, voire certainement plus, et là ça remet complètement en cause l'équilibre, la gouvernance. Et puis c'est un pari quand même extrêmement audacieux, et on a aussi besoin encore pour l'instant de nos forces vives pour consolider les positions en France. Et consolider pas simplement du point de vue marketing, mais du point de vue logistique, fabrication, éventuellement intégration d'ateliers, etc., etc. Donc, on ne peut pas se permettre, je dirais, de se disperser maintenant. Et peut-être que dans 2 ans, je te dirai tout à fait autre chose. Et même l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, d'autres pays comme ça pour. Alors, on pense d'abord à la Suisse et à la Belgique, qui sont déjà des gros marchés en soi. Ouais. Oui, l'Allemagne, un jour, pourquoi pas, bien sûr. Au sein de l'Europe, en fait, communautaire, c'est quand même beaucoup plus facile, je dirais, d'apporter des bijoux. En termes de taxes, les frontières se franchissent assez facilement. Dès qu'on quitte l'Union européenne, là, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Okay. Et dernière question, Laurent, qui ne trouve pas les avis clients sur le site. Bon, je vais. Je me demande si c'est possible d'échanger dessus, sur ce sujet avec toi, j'imagine, je ne sais pas. Écoute, oui, on peut toujours. Alors, je ne suis pas allé sur le site depuis quelques jours. Je ne sais pas s'ils ont été retirés ou pas. Mais normalement, ils doivent y être. En tout cas, on doit pouvoir déposer un avis. Non? Bon, écoute, je vais regarder ce point. Oui, ça marche, ça marche. OK. Super, Merci beaucoup, François. Et donc, merci à vous. Et puis, j'espère qu'il y aura d'autres. Vous avez prévu d'autres
interviews de ce type à l'avenir? Tout à fait. Ouais, une startup qui s'appelle Divin, qui a fait le Nespresso du vin. Oui, waouh. Ouais, avec des petites capsules de vin qui sortent directement à la bonne température, bien aérée, etc., dans une dose qui fait un verre, en fait. Et puis Peppernest aussi, je ne sais pas si tu connais, qui fait de la simplification des démarches administratives quand tu déménages. D'accord, super. Bah, écoute, rendez-vous pour les prochains épisodes alors. Ouais, super. Voilà. Merci à tout le monde. Bon après-midi. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir.